Le fils du millionnaire maigrissait un peu plus chaque jour, jusqu'à ce que la femme de ménage noire accomplisse un miracle. Si je ne parle pas maintenant, ce bébé ne verra pas vendredi vivant. C'est ce que Ruth Thompson se murmura à elle-même, serrant le chiffon de nettoyage entre ses doigts, tremblant, quand elle comprit que le fils de 8 mois du millionnaire se fanait comme une plante sans eau, et que la nouvelle compagne de ce dernier ne laissait personne s'approcher du berceau plus de 2 minutes. Le petit William avait perdu près de 2 kilos en 3 semaines. Sa mère était morte dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 4 mois. Son père, Robert Sterling, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, était réapparu moins de 6 semaines plus tard avec Victoria, un mannequin international aussi parfaite qu'une couverture de magazine. Le bébé pleurait faiblement, les joues creusées, les bras aussi minces que des brindilles. Les spéciales importées, expliquait toujours Victoria. Mais Ruth sentait le mensonge. Et lorsqu'un soir, la femme de ménage de 45 ans surprit Jack, le chauffeur privé, cachant un flacon sans étiquette derrière les produits d'entretien de la buanderie, elle comprit que la situation était bien plus sinistre qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le plan incluait aussi d'éliminer tout témoin gênant. Ruth Thompson travaillait dans cette maison depuis 12 ans. Elle avait commencé à y faire le ménage alors qu'elle était encore mariée, avant que son ex-mari ne l'abandonne, elle et leurs 2 enfants, pour une femme plus jeune. Ruth connaissait chaque recoin de la demeure, chaque habitude, chaque secret mal gardé. Elle était de celles qu'on ne remarque pas, mais qui voient tout, surtout quand quelque chose cloche. Chaque fois que Robert partait en voyage d'affaires, Victoria fermait à clé la chambre du bébé et renvoyait la nourrice officielle. « J'ai besoin de passer un moment seul avec mon beau-fils », disait-elle avec son sourire étudié. Mais Ruth remarquait que Victoria ressortait à peine 5 minutes plus tard, laissant William seul pendant des heures. Les pleurs résonnaient dans les couloirs, mais quand Robert rentrait, tout semblait en ordre. Victoria jouait à la belle-mère dévouée, tandis que la vérité restait cachée derrière la porte close. En vidant la poubelle de la chambre, Ruth trouva 3 biberons contenant un liquide presque transparent. Du lait si dilué qu'il ressemblait à de l'eau. Quelle mère ferait ça à un enfant, pensa-t-elle, glissant un biberon dans un sac plastique, poussé par un instinct profond. Dans le jardin, on organisait des fêtes chaque semaine. Champagne, rire, musique. Mais à l'étage, régnait un silence glacial qui serrait le cœur. Robert Sterling n'était pas un homme mauvais, seulement un veuf détruit par le chagrin et étouffé par le travail. Il passait ses journées en réunion, signant des contrats à plusieurs zéros, puis rentrait épuisé, essayant de concilier le rôle de père endeuillé et celui de PDG d'un empire en pleine expansion. Victoria, ange en apparence, démon en vérité, contrôlait tout ce qui concernait le bébé, les horaires, les visites médicales, les nounous. Jack, le chauffeur, chuchotait souvent avec elle dans des coins sombres, échangeant des regards complices et des messages sur son téléphone, comme s'il complotait de quelque chose. Ruth observait, retenant sa colère, mais notant tout mentalement. Une nuit, quand le bébé recracha un liquide grisâtre d'une odeur étrange, elle ne put supporter davantage. Elle prit le biberon, le sentit, et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Et si je vous disais que ce n'était pas seulement le lait qui était altéré, ce soir-là, la maison bruissait d'une réception pour des investisseurs internationaux. Les flashs des photographes crépitaient, les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et Victoria défilait comme une reine dans sa robe de créateur. Jack rôdait autour d'elle, son ombre fidèle. À l'étage, dans une pièce sans aération, William pleurait d'une voix enrouée, déchirante. Ruth monta discrètement, prit le bébé dans ses bras et sentit son petit corps trembler. Elle descendit à la cuisine, prépara une formule adaptée à son âge, sans poudre étrange ni dilution, et lui donna quelques gorgées. L'enfant agrippa le biberon comme s'il s'agissait de la dernière chose au monde, ses yeux brillants de soulagement. Dans le salon, les invités louaient Victoria comme une femme moderne dévouée à son beau-fils orphelin. Mais dans la chambre, la vérité était bien plus cruelle. Ruth prit discrètement des photos des biberons préparés et du flacon suspect que Jack avait laissé ouvert sur le comptoir. Le moment était venu de découvrir ce qui se tramait réellement dans cette maison. Le lendemain matin, Ruth prit une décision qui allait tout changer. Ou je sauve cet enfant, ou je meurs en essayant. Elle se le répéta encore et encore, le cœur battant, tandis qu'elle serrait son chiffon comme une arme. Pedro, le jardinier, lui devait un service. Elle lui demanda 1 heure de congé, prétextant qu'elle devait aller chercher un médicament pour sa tension. Mais en réalité, il courut au centre de santé où travaillait sa cousine, technicienne de laboratoire.
Elle ne pouvait pas faire une analyse complète, mais ce qu'elle découvrit fut suffisant pour faire exploser le monde de Ruth. Ce lait est beaucoup trop dilué et il contient des traces de sédatifs pour enfants. Ruth revint à la demeure, le cœur battant à tout rompre, avec la certitude qu'elle affrontait quelque chose de monstrueux. À la porte, Jack l'accueillit avec son éternel faux sourire. « Tu en as mis du temps aujourd'hui, hein ?» Elle le regarda droit dans les yeux et répondit avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Je suis allé prier pour la santé de tous ceux qui vivent dans cette maison. » Il éclata d'un rire forcé, mais ses yeux trahirent une nervosité qu'elle n'avait jamais vue. Et Ruth le savait. Quand un lâche devient nerveux, le plan s'accélère. Robert annonça qu'il devait partir dans l'après-midi pour signer un contrat à Miami. Victoria feignit la tristesse, embrassa le bébé, 2 minutes exactement, devant son père, puis le confia à une nouvelle nourrice, recommandée par une agence très prestigieuse. Ruth comprit aussitôt que la jeune femme ne savait même pas tenir un bébé correctement. « Elle vient d'arriver », expliqua Victoria précipitamment. « C'est temporaire. »« Temporaire, oui, mais pour qui ?» À travers la fenêtre, Ruth vit Jack en train de nettoyer la voiture avec un zèle excessif. Dans la boîte à gants ouverte, elle aperçut une pile d'enveloppes brunes et un porte-clés bon marché d'un motel de route. Quel chauffeur de millionnaire garde un souvenir de motel miteux? Seulement quelqu'un qui fréquente ces lieux pour de mauvaises raisons. Et ces mauvaises raisons avaient un nom, Victoria Walsh. Cette nuit-là, alors que la maison dormait dans un silence de cimetière, Ruth fit la découverte qui changerait tout. Victoria et Jack s'étaient enfermés dans le bureau privé, des rires étouffés, un parfum cher mêlé à l'odeur de cigarettes bon marché. Ruth colle son oreille contre la porte, et ce qu'elle entendit lui glaça le sang. « Plus que quelques jours, mon amour. Quand le testament sortira et que personne ne le contestera, nous serons enfin libres. Demain soir, la dose finale pour en finir une bonne fois pour toutes. » Si tu suis encore cette histoire et que ton cœur bat aussi fort que le mien au moment où j'ai découvert la vérité, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car ce que tu vas apprendre sur le plan diabolique de Victoria va te couper le souffle. Ruth ne dormit pas cette nuit-là. Elle revoyait chaque mot dans sa tête, la dose finale pour en finir une bonne fois pour toutes. Cette phrase hurlait dans son esprit comme la sirène d'une ambulance. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait entendu 15 ans plus tôt quand son mari avait planifié de quitter la famille. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un cœur brisé. Il s'agissait de la vie d'un enfant innocent. Le matin suivant, Ruth arriva 2 heures plus tôt que d'habitude. Elle devait comprendre les mouvements, les horaires, préparer sa riposte. Victoria descendit déjeuner, vêtue d'une robe de chambre en soie qui valait plus qu'un mois de salaire de Ruth. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, comme si elle sortait d'un tournage. Jack était déjà dans la cuisine, buveur de café professionnel, assis comme s'il faisait partie de la famille. « Bonjour Ruth », dit Victoria avec son éternel faux sourire. « Aujourd'hui, concentre-toi sur le rez-de-chaussée. Le bébé est un peu agité, je préfère que personne ne monte. » Ruth acquiesça en silence, mais à l'intérieur, elle bouillait. « Le bébé est agité, disait-elle. Non, le bébé mourait lentement. » En nettoyant la table du salon, elle entendit Jack murmurer au téléphone « Oui, ce soir. J'ai déjà parlé à la docteure. Elle signera le certificat sans problème. Mort subite du nourrisson. Très courant chez les prématurés. » Le chiffon glissa des mains de Ruth. William n'était pas prématuré. Elle se souvenait parfaitement du jour de sa naissance. À terme, en pleine santé. Ils avaient même une médecin achetée pour falsifier la cause de la mort. Ruth sentit la nausée lui monter à la gorge, mais elle resta droite, calme. 12 ans à nettoyer les maisons des riches l'avaient formée à l'art d'être invisible, même quand le monde s'effondre autour de vous. Victoria, insouciante, se pencha à la fenêtre et prit son téléphone. « Ma chérie, je dois annuler le déjeuner d'aujourd'hui. » Et Ruth sut à cet instant précis que la nuit qui venait serait une bataille entre le bien et le mal. Une situation familiale délicate. « Tu vois ce que je veux dire ?» fit-elle en marquant une pause. « Oui, très triste. Les bébés sont si fragiles. » Le ton mielleux de Victoria fit serrer les poings de Ruth, jusqu'à ce que ses ongles lui entaillent la paume. L'après-midi, Robert appela depuis l'aéroport de Miami. Victoria répondit en haut-parleur, feignant d'être la belle-mère parfaite, douce et inquiète. « Mon amour, William a dormi toute la journée. Je crois qu'il s'habitue enfin à sa nouvelle routine. » De l'autre côté, la voix de Robert sonnait soulagée. « C'est merveilleux, Vic. Tu es un ange dans la vie de cet enfant. Je rentre demain matin. Un ange. » Ruth faillit s'étouffer de rage. Si Robert savait que son ange préparait la mort du seul fils qui lui restait, il ferait sans doute une crise cardiaque en plein aéroport. Vers 3 heures de l'après-midi, Victoria sortit pour une soi-disant manucure.
En réalité, elle allait retrouver Jack dans un endroit à l'abri des regards. Elle laissa Ruth seule avec la nourrice remplaçante, une femme nerveuse qui n'osait regarder personne dans les yeux. C'était l'occasion rêvée. Ruth monta discrètement et trouva William éveillé dans son berceau, les yeux levés vers le plafond, épuisé, presque absent. Elle le prit dans ses bras. Il était encore plus maigre que la veille. Ses côtes saillaient sous sa peau laiteuse, ses petits bras ressemblaient à des brindilles. « Tu ne risques rien, mon ange, murmura-t-elle. Tante Ruth ne laissera personne te faire du mal. » C'est alors qu'elle vit, caché derrière la commode, un petit flacon contenant un liquide transparent avec une étiquette médicale glaciale. Chlorpromazine. Usage restreint, uniquement sous prescription médicale. Les mains tremblantes, Ruth prit des photos. Elle n'était pas médecin mais savait que ce médicament psychiatrique ne devait jamais être donné à un bébé. Le bruit de la porte d'entrée la fit bondir. Victoria était rentrée plus tôt que prévu, et à entendre sa voix au téléphone, quelque chose dans le plan avait changé. « Non, idiote, pas demain, le mari est rentré plus tôt que prévu. » Pause. « Alors ce soir. Mieux vaut ainsi. Moins de soupçons. » Pause. « La femme de ménage? Quelle femme de ménage? C'est à peine un meuble, cette bonne. 12 ans qu'elle nettoie cette maison, et jamais un mot. Parfaite pour être notre témoin innocent. » Ruth sentit son sang se glacer. Témoin innocent. Il voulait qu'elle voie mourir le bébé et qu'elle atteste ensuite qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Il comptait utiliser sa propre invisibilité sociale contre elle. Mais Victoria ignorait tout d'une chose. Ruth Thompson n'était pas invisible par faiblesse, mais par stratégie de survie. À 12 ans, quand son père alcoolique quitta la maison, elle apprit qu'observer en silence pouvait faire la différence entre manger et mourir de faim. À 18 ans, en travaillant comme domestique, elle découvrit qu'un patron qui sous-estime sa servante finit toujours par trébucher sur son arrogance. Et à 30 ans, quand son mari la trompa, la croyant trop naïve pour le découvrir, Ruth prouva qu'une femme silencieuse n'est pas une femme stupide. Elle démasqua la trahison, garda la maison, obtint la garde des enfants et fit condamner son ex-mari à payer une double pension pour avoir menti pendant le divorce. Victoria et Jack répétaient à la même erreur que tous les autres, pensaient que, parce qu'elle était noire, pauvre et juste une femme de ménage, elle était inoffensive. À 18 heures, Victoria renvoya la nourrice et prit personnellement soin du bébé. Ruth fit mine d'astiquer le rez-de-chaussée, mais chaque fibre de son corps vibrait d'alerte. Par la fenêtre, elle vit Jack garer la voiture de façon à bloquer la vue de la rue. Puis le téléphone de Victoria sonna. « Bonjour, docteur Sandra ? Oui, vous pouvez venir maintenant, ce sera rapide. » La médecin achetée était en route pour signer le certificat de décès. Ruth regarda l'horloge. 18h30. Robert ne reviendrait pas avant le lendemain. C'était maintenant ou jamais. Elle monta les escaliers sans un bruit, colla son oreille contre la porte de la chambre du bébé. Victoria fredonnait doucement une berceuse macabre, tout en préparant le dernier biberon de la vie de William. Le flacon de chlorpromazine était ouvert sur le plan de travail. Ruth respira profondément et prit la décision qui allait tout changer. Elle sortit son portable, lança l'enregistrement et poussa la porte lentement. « Désolée, Madame Victoria, j'ai oublié de vous demander si vous vouliez que je lave les vêtements du bébé aujourd'hui. » Victoria faillit faire tomber le flacon. « Je t'ai dit de ne pas monter aujourd'hui, Ruth. » « Je suis vraiment désolé, répondit Ruth d'un ton serviable, mais ses yeux saisissaient chaque détail. Le flacon ouvert, le biberon déjà préparé, les mains tremblantes de Victoria. « Tout va bien ?» demanda Ruth, feignant l'innocence. Victoria parut nerveuse. « Bonjour, Victoria. » Elle esquissa un sourire forcé. « Je suis juste inquiète pour William. Il est très faible aujourd'hui. Puis-je vous aider ? J'ai de l'expérience avec les bébés. J'ai élevé 2 enfants seuls. » Le regard de Victoria changea. Pour la première fois, Ruth vit un véritable éclair de nervosité dans les yeux de la femme. « Ce n'est pas nécessaire, je m'en occupe, » dit Victoria. Mais Ruth ne bougea pas. Elle resta là, debout, dans l'embrasure, forçant Victoria à agir devant un témoin. À chaque seconde qui passait, le masque de Victoria glissait un peu plus. La sueur commençait à perler sur son front maquillé, ses mains tremblaient légèrement. C'est alors que la sonnette retentit. La docteure Sandra était arrivée. Victoria regarda Ruth avec une expression mêlée de panique et de rage, cherchant comment se débarrasser de ce témoin innocent qui devenait un problème. « Victoria, » dit Ruth d'une voix contrôlée, « tu peux descendre et dire à la docteure que je suis déjà en bas. Ensuite, tu pourras rentrer plus tôt aujourd'hui. Tu as déjà beaucoup fait. » Ruth descendit mais ne sortit pas par la porte d'entrée. Elle se cacha dans le cellier, avec vue directe sur l'escalier, le portable enregistrant chaque son.
Ce que Victoria ignorait, c'était qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Chaque nouvelle humiliation, chaque mot condescendant, chaque ordre donné comme si Ruth était une propriété, n'alimentait que davantage la force silencieuse qui grandissait en elle. La force d'une femme qui avait déjà survécu à des tempêtes bien pires et qui savait précisément comment transformer la sous-estimation des autres en arme secrète. Depuis le placard, Ruth entendit chaque mot de la conversation entre Victoria et la docteure Sandra Martinez. La docteure était arrivée en BMW noire, vêtue d'une blouse impeccable sur des vêtements de luxe. Elle n'avait pas l'air d'une femme faisant des visites d'urgence à domicile. « Vous avez tout préparé ?» demanda la docteure en sortant des gants chirurgicaux de son sac. « Le bébé a pris la dernière dose il y a 15 minutes, répondit Victoria. Jack a chronométré parfaitement, dit la docteure. Quand Robert arrivera demain matin, il sera trop tard. Ruth serra plus fort son téléphone, enregistrant chaque syllabe. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende dans les couloirs de la demeure silencieuse. « La femme de ménage peut poser un problème, dit la docteure. Victoria ricana avec mépris. « S'il vous plaît, cette femme nettoie cette maison depuis 12 ans et elle n'alignerait même pas une phrase complète. C'est le témoin parfait. Elle confirmera que tout était normal quand elle sera partie aujourd'hui. » Le mot « témoin » résonna dans la tête de Ruth comme un coup puissant. Il croyait vraiment qu'elle était assez stupide pour valider le meurtre d'un enfant innocent. La docteure Sandra monta examiner William pendant que Victoria restait au salon avec Jacques, célébrant prématurément. Ruth sortit silencieusement par la porte de derrière et courut chez sa voisine, Doña Carmen, une infirmière retraitée qui habitait à 3 rues de la demeure. « Quel effroi ! Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Carmen en ouvrant la porte, remarquant immédiatement la désespérance sur le visage de son amie. « Carmen, j'ai besoin de ton aide. C'est une question de vie ou de mort. » Ruth lui montra le flacon de chlorpromazine qu'elle avait photographié. Carmen prit le portable, examina la photo en fronçant les sourcils. « C'est un antipsychotique puissant, Ruth. Pourquoi tu me montres ça? Il donne ça au bébé de mon patron, un bébé de 8 mois. » Carmen pâlit. « Mon Dieu, ça peut provoquer un arrêt respiratoire chez un enfant. C'est tentative d'homicide. » Ruth raconta tout, les biberons dilués, les conversations qu'elle avait enregistrées avec la docteure corrompue, le plan pour simuler une mort subite. Carmen, qui avait travaillé 30 ans en réanimation pédiatrique, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Il faut appeler la police tout de suite, » dit-elle en saisissant son téléphone. « Ça ne marchera pas, » répondit Ruth. « Ce sera ma parole contre celle d'une mondaine riche et d'une docteure diplômée. À qui croira-t-on » Carmen réfléchit un instant puis conclut « Alors il nous faut des preuves irréfutables. » Les deux femmes se regardèrent et à cet instant naquit une alliance improbable. Carmen possédait des connaissances médicales et une crédibilité professionnelle. Ruth avait accès à la maison et des informations privilégiées. Ensemble, elles pourraient y sauver William et détruire ce plan diabolique. « J'ai un kit de test rapide chez moi, » dit Carmen. « Si nous obtenons un échantillon du lait qu'on donne au bébé, je peux prouver qu'il contient des drogues. » Ruth sourit pour la première fois depuis des jours. « J'ai 2 biberons gardés dans mon sac. » Tandis que Carmen analysait les échantillons, Ruth rassembla toutes les preuves sur son téléphone. Photos du flacon, enregistrements des conversations, vidéos des biberons en cours de préparation. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. « Positif à la chlorpromazine », confirma Carmen en montrant le résultat du test. « Concentration très élevée. Cela tuerait un enfant en quelques heures. » Ruth respira profondément. Elle disposait désormais de preuves scientifiques, d'un témoin crédible et de documents. Mais il lui manquait encore une chose, surprendre Victoria et Jack en flagrant délit. « Carmen, connais-tu un policier de confiance? Quelqu'un qui n'ignorera pas ceci par préjugé. Mon beau-fils travaille à la brigade spécialisée dans les crimes contre les mineurs. Le détective Marcus Johnson est noir. Il comprend comment fonctionne le système. Appelle-le, dis-lui que c'est urgent, mais ne donne pas de détails par téléphone. Victoria peut aussi avoir des contacts dans la police. » Pendant que Carmen passait l'appel, Ruth planifia la suite. Elle devait retourner à la maison avant qu'on remarque son absence. Mais maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant. Un vrai plan de riposte. De retour au manoir, Ruth entra silencieusement par la porte arrière. La docteure Sandra était encore dans la pièce avec William prétendant faire un examen médical détaillé pour justifier le temps passé là-haut. Victoria et Jack bavardaient sur la terrasse, un verre de vin à la main célébrant le futur héritage. « Demain, quand Robert trouvera son fils mort, je serai là pour le consoler, » disait Victoria. « Quelques mois de deuil, un mariage discret, et toute cette fortune sera nôtre. »
Et l'héritage de la première épouse demanda Jack. C'est pour ça qu'il a fallu l'éliminer aussi. Le plan a toujours été ça, dégager complètement le chemin. Ruth faillit faire tomber le seau qu'elle portait. Ils avaient aussi tué la première épouse. L'accident de voiture n'était pas un accident. Victoria était une meurtrière en série qui supprimait tout obstacle entre elle et l'argent. Le téléphone de Ruth vibra. Message de Carmen. Marcus arrive dans 30 minutes. Ruth, sans sirène, sans uniforme, tu as besoin de plus de preuves. Ruth écrivit vite. J'ai enregistré la confession d'un double homicide. Je vais attraper une tentative d'assassinat en cours. Silencieusement, Ruth monta à l'étage et trouva la docteure Sandra en train de préparer une seringue avec un liquide transparent. William était dans son berceau, pleurant faiblement, visiblement sous l'effet d'une drogue. « Prête », murmura la docteure. « Une injection d'air direct dans la veine simulera une embolie naturelle. Personne ne suspectera rien. » Ruth activa l'enregistrement vidéo et ouvrit la porte de la chambre. « Docteur, puis-je vous aider ?» dit-elle. La docteure Sandra a failli laisser tomber la seringue. « Que faites-vous ici ?» Madame Victoria m'a demandé de vérifier si elle avait besoin de quelque chose, répondit Ruth d'un ton servile, mais positionna son téléphone pour tout filmer. Je n'ai besoin de rien. Vous pouvez partir. Cette seringue est pour le bébé, balbutia la docteure en sueur. C'est de la vitamine pour le renforcer, ajouta-t-elle. Ruth s'avança, forçant la docteure à reculer. Quelle vitamine s'injecte-t-on dans la veine d'un bébé de 8 mois, docteur ? Demanda-t-elle. Le panique dans les yeux de la docteure Sandra fut capturé en haute définition. Victoria apparut à la porte, irritée. « Je t'ai dit de partir. Je voulais juste comprendre pourquoi la docteure tient une seringue pleine d'air pointée vers la veine du bébé, » répondit Ruth. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria et la docteure se regardèrent, réalisant qu'elle venait d'être découverte par la domestique stupide qu'elles avaient de sous-estimer pendant des années. « Tu ne comprends rien à ce que tu vois, » tenta Victoria la voix tremblante. « Je comprends que deux meurtrières essaient de tuer un enfant innocent, » répondit Ruth, abandonnant pour la première fois son ton servile. « Et je comprends aussi que vous avez tué sa mère. » La façade de Victoria tomba complètement. On entendit des pas lourds monter l'escalier. Ruth prit William dans ses bras, le protégeant contre son propre corps. « J'ai appelé la police. Le détective Johnson arrive. » Victoria rit nerveusement. « La police ? Ruth chérie, qui croira qui ? Une mondaine respectée et une docteure diplômée ou une femme de ménage noire avec une instruction primaire ?» C'est à ce moment précis que Ruth sourit pour la première fois de la nuit. « Je crois qu'ils croiront les enregistrements, » dit-elle, « les photos, les analyses toxicologiques et la confession de double homicide que j'ai ici, sur mon téléphone. » Ce matin-là, le visage de Victoria se transforma. L'arrogance céda la place à la panique pure. « Toi, tu filmais ?» Pendant les 2 dernières heures, chaque mot, chaque plan, chaque aveu. Jack entra dans la chambre, l'air menaçant, mais s'arrêta en voyant Ruth tenant le bébé. Tirer sur une femme avec un enfant dans les bras serait difficile à expliquer, même pour eux. Dehors, des voitures se garèrent silencieusement dans la rue. Le détective Johnson était arrivé. Mais Ruth savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Victoria et Jack avaient des contacts, de l'argent et de l'influence. Ruth, elle, possédait quelque chose de plus puissant, la vérité documentée et la détermination d'une femme qu'on avait sous-estimée pour la dernière fois de sa vie. Alors que les sirènes résonnaient enfin au loin, Victoria regarda Ruth avec une haine pure. « Tu n'as aucune idée de qui tu t'es mise à dos. » Ruth serra William contre elle et regarda la meurtrière droit dans les yeux. « En réalité, ce sont vous qui n'avez aucune idée de qui vous avez choisi d'affronter. » Ce que Victoria et Jack ignoraient, c'était que Ruth Thompson n'avait pas passé 12 ans à nettoyer la maison en se contentant d'observer. Elle avait étudié chaque habitude, cartographié chaque secret, identifié chaque faiblesse de cette famille. Et maintenant, toutes ces informations allaient se transformer en armes mortelles contre lesquelles ils ne pourraient jamais lutter. Le détective Marcus Johnson entra silencieusement dans le manoir, accompagné de 2 agents spécialisés dans les crimes contre les mineurs. Ruth descendit, William dans les bras, et remit discrètement toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. La clé USB contenant les enregistrements, les photos du flacon de chlorpromazine, les analyses toxicologiques de Carmen et les confessions enregistrées. « Nous avons des preuves de tentative d'homicide et de complot, » murmura Ruth. « La docteure est dans la chambre avec une seringue remplie d'air pour simuler une embolie, » précisa-t-elle. Marcus acquiesça et fit signe aux agents de boucler la maison. Victoria, qui croyait encore maîtriser la situation, descendit les escaliers avec son sourire arrogant habituel. « Officier, vous vous trompez, c'est ma maison, dit-elle. »
Madame Victoria Walsh, l'interrompit Marcus en montrant son badge, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, conspiration criminelle et homicide de la première épouse de Robert Sterling. Le visage de Victoria se décomposa. Le masque de la parfaite mondaine se fissura complètement. C'est ridicule. Ils vont croire une femme de ménage noire plutôt qu'une personne respectée de la société. Marcus sourit froidement. Nous croyons les preuves. Il alluma le téléphone, les enregistrements retentirent à plein volume. La voix de Victoria résonna dans tout le manoir. Quand le testament sortira et que personne ne le contesterait, nous serons libres. La dose finale pour en finir une bonne fois pour toutes. Victoria tenta de s'enfuir, mais Jack fut intercepté dans l'escalier par les agents. La docteure Sandra, encore la seringue mortelle à la main, se rendit sans résistance, sanglotant et avouant tout dans l'espoir d'obtenir une peine moindre. « C'est un piège !» cria Victoria menottée. « Elle m'a manipulé, c'est la vengeance d'une employée rancunière. » Marcus montra les résultats des examens toxicologiques. Chlorpromazine a une concentration létale pour des bébés. Des empreintes digitales sur le flacon, des transferts bancaires depuis son téléphone vers des comptes de la docteure. « Vous voulez d'autres preuves, madame ?» demanda-t-il. L'arrogance de Victoria s'effondra comme un château de cartes. « Vous ne comprenez pas, je mérite cette fortune. Cette femme est morte dans l'accident et moi, Jack, déjà dans la voiture de police, essaya de rejeter toute la responsabilité sur elle. Je n'étais que le chauffeur, c'est elle qui a tout planifié. Elle a aussi tué la première épouse. » La docteure confirma l'intégralité du plan. L'argent, les certificats falsifiés, le stratagème pour tuer William et simuler un enlèvement en accusant Ruth. Chaque détail de la conspiration fut dévoilé comme des dominos qui tombent. Robert Sterling arrive en urgence depuis Miami. Il trouva la maison encerclée par la police, sa compagne menottée et son fils sain et sauf, serré dans les bras de la femme qu'il avait sous-estimée pendant 12 ans. « Ruth, dit Robert, les larmes aux yeux, tu as sauvé mon fils. Comment puis-je te remercier ?» «Valorando a las personas adecuadas desde el principio», respondió Ruth, acomodando a William en su regazo y recordando que quienes realmente se preocupan no necesitan alardear de ello. Los periodistas llegaron en cuestión de minutos. La noticia explotó en todos los medios. Socialité intenta asesinar al bebé de un millonario con ayuda de una médica corrupta. Las fotos de Victoria, esposada y con el maquillaje corrido, inundaron los periódicos. Su reputación, sus contactos influyentes, su vida de lujo, todo se derrumbó en una sola noche. Victoria fue condenada a cadena perpetua sin derecho a fianza. Jack recibió 25 años de prisión como cómplice. La doctora Sandra perdió su licencia médica y fue expulsada de la profesión para siempre. Ruth, en cambio, fue ascendida a cuidadora oficial de William, con un salario digno que le permitió por fin pagar la universidad de sus propios hijos. La mansión que durante años había limpiado en silencio ahora resonaba con su voz y sus decisiones, cuidando al niño que había salvado con coraje y amor. Pero la venganza más dulce llegó meses después, cuando Victoria, desde su celda, vio en televisión cómo Ruth era homenajeada como Héroe del Año por la Asociación Nacional de Protección Infantil. La mujer a la que había tratado como un mueble invisible ahora tenía un nombre, una voz y un reconocimiento nacional. Lo que Victoria nunca entendió fue que subestimar a alguien por su color de piel o su posición social no disminuye a esa persona. Solo revela la pequeñez de quien juzga. 6 meses después, Ruth estaba en primera fila en la graduación de su hijo mayor en medicina, luciendo un vestido comprado con su primer sueldo como coordinadora de seguridad infantil en la red hospitalaria fundada por Robert Sterling. Victoria se consumía en la cárcel, abandonada por sus antiguos amigos ricos, quienes comprendieron que la amistad con una asesina no combinaba bien con las tardes de té y apariencias. Jack terminó trabajando como limpiador en la misma prisión, una ironía que Ruth conoció y que la hizo sonreír. Robert, por su parte, convirtió la mansión en un hogar de acogida para niños en situación de riesgo, nombrando a Ruth como directora del centro. William, ya con 2 años, corría por los pasillos gritando, «Abuela Ruth», con su vocecita alegre. «Salvaste más que a mi familia», le dijo Robert durante la inauguración. «Salvaste mi alma».
Ruth sostuvo a William entre sus brazos, mirando a los niños jugar seguros, y pensó que a veces Dios utiliza a quienes todos ignoran para hacer lo que nadie espera. La limpiadora invisible se había convertido en la guardiana visible de docenas de vidas. Victoria intentó destruir a un niño por codicia, pero terminó creando, sin quererlo, un ángel de la guarda para cientos de otros. Porque la mejor venganza no es rebajarse al nivel de quienes te subestiman, sino elevarte tan alto que tengan que romperse el cuello para poder verte. ¿Alguna vez alguien te ha subestimado? Cuéntanos en los comentarios cómo reaccionaste, y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para descubrir más relatos que demuestran que la verdadera fuerza crece en silencio y brilla cuando llega su momento.